Pendant des siècles, le chemin de Peaberu est resté caché, avec ses sentiers et secrets enfouis sous la végétation dense de la forêt épaisse. Mais pour atteindre ce qui est vraiment caché dans ces régions inexplorées, l'expédition entre dans un territoire où la nature impitoyable et défiant sera le plus grand obstacle. À partir de maintenant, rien d'autre que l'expérience ne nous guidera. Le véritable test commence ici. Ce type de terrain teste beaucoup notre force. La jungle dense, où il n'est pas difficile de se perdre, est très argileuse, mais nous continuons jusqu'à atteindre l'escalier. Chaque obstacle est un rappel que nous affrontons l'inconnu, mais tous ces défis en valent la peine, car c'est ici, au cœur de la forêt, que se cache plus que des vestiges, mais l'héritage de l'histoire du Brésil. Quelque chose de très précieux, non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Ce qui est caché ici est la clé pour comprendre nos origines. Et faire partie de cette expédition, malgré tous les défis, c'est aussi faire partie de cette histoire. Et la mission est claire, aller de l'avant, quel que soit le défi. Il est temps de partir pour la montagne. On ne sait pas ce qu'on va trouver devant nous. Alors, on va commencer à remplir nos sacs à dos, avec quelques équipements. Ils ont commandé la batterie de ta radio, elle est bien chargée. D'accord, la mienne est chargée. Tu emportes des batteries supplémentaires? Oui. Et quoi? Ça coûte ici aussi, non? Je vais mettre le drone ici pour qu'on fasse quelques prises aériennes. Comme l'environnement est très fermé, j'emporte aussi le magnétomètre. Bien. Ce champ magnétique moyen et quelques anomalies. Batterie externe. Toutes les lampes de poche. N'oublie pas la boussole non plus, n'est-ce pas? Non, la boussole est déjà ici dedans. Je vais aussi prendre le petit kit. La lampe va ici sur le côté. Je prends 2 lampes, n'est-ce pas? Et une batterie supplémentaire aussi. 2 radios vont aussi ici dedans. GPS, tu le prends pour nous puisque tu vas devant. Ça marche. Prêt pour le défi? Toujours. Alors allons-y. Allons-y. C'est ici notre point de départ. L'hélicoptère va survoler la région pour nous donner une vision plus stratégique. Avec la technologie, nous allons scanner toute cette zone. Et nous allons aussi nous mettre au défi sur ce sol et pénétrer ce terrain. L'idée est d'unir le meilleur des deux mondes. La vue aérienne et notre chemin terrestre. Nous savons déjà que nous sommes à la recherche de vestiges du chemin créé par des peuples qui dominèrent la nature. Alors aujourd'hui, c'est la nature elle-même qui nous indique ce trajet. Ces peuples utilisaient la vision stratégique avec des connaissances en géographie et en mathématiques pour créer ce chemin. Sur le chemin, vous avez besoin d'une référence. Vous avez besoin de quelque chose qui vous indique une direction. Les collines? Non, les montagnes, les collines, toute formation rocheuse qui cause un accident géographique dans le terrain, elle sert de référence à de longues distances du paysage. Alors,
Le potentiel archéologique de ces régions, où il y a des chaînes de montagnes et des collines, il augmente beaucoup. Quand on parle de chemin, de déplacement de populations précoloniales, c'est une référence de déplacement dans le paysage. Cette possibilité de voir le paysage sur de longues distances vous permet également de gérer un peu la chasse. Alors, ce sont deux points qui indiquent fortement qu'il existait ici cette possibilité de passage d'un endroit à un autre, qui est le domaine visuel du paysage, n'est-ce pas? Et cette grande référence dans le paysage en parlant d'un sommet élevé, un lieu haut qui peut être observé à plusieurs kilomètres de distance. Un domaine que nous avons seulement pu survoler dans la région. Eh bien maintenant, nous allons trouver un morceau des branches de Pebbero. D'après ce que nous avons vu d'en haut, en suivant ce sentier, avec 100, 200 mètres, nous allons trouver la branche. Allons-y. Eh bien, attention car maintenant l'escalier a commencé. Sensation incroyable, inexplicable, de trouver cette partie du chemin qui n'avait pas encore été découverte. Ce n'est pas un sentier quelconque, mais un chemin construit, réfléchi. Les pierres disposées avec précision, comme si elles étaient des marques laissées par des mains qui comprenaient non seulement le terrain, mais aussi la nature qui le soutenait. Ce que nous avons devant nous n'est pas seulement un sentier de pierre, c'est une œuvre d'ingénierie qui défie notre perception de ce qui est possible dans une civilisation ancienne. Le trajet nous raconte l'histoire d'un peuple qui non seulement utilisait la terre, mais la connaissait profondément. Un peuple qui savait comment se connecter avec la nature en faisant d'elle non seulement un moyen, mais un but. Chaque élément ici n'est pas seulement fonctionnel, mais reflète l'intelligence d'une civilisation créative et ingénieuse. Je parle d'une époque qui précède l'utilisation de la pierre, des haches, des arcs et des flèches. C'est bien avant cela, car tout montre que cette connexion, que ce réseau, ce chemin ou ces chemins que nous visitons et découvrons chaque jour, il y avait quelque chose de semblable bien avant, une civilisation bien avant, qui a connecté, qui savait ce qu'elle faisait et a fait un dessin sous le réseau électromagnétique, a orienté les peuples qui habitaient justement pour marcher sur ces pierres, ces chemins, n'est-ce pas? Parfois de l'herbe, parfois du sable, d'autres fois ce ne sont que des pierres, des fossés. Alors, tout cela prouve que ce n'était pas seulement nos ancêtres, les Indiens, n'est-ce pas? Mais aussi d'autres influences, d'autres civilisations qui précèdent le déluge, qui précèdent, disons, le Brésil préhistorique ou l'histoire même de l'humanité, n'est-ce pas? Alors, ne parlons pas seulement de 3 ou 4 000 ans, nous pouvons parler de bien avant cela. Regarde ici, eh bien, on remarque certains points qui ont une retenue. Regarde ici, ceci est de la pierre. Oui. Ils ont fait une contention de côté. Alors, on arrive à percevoir que ce chemin est un peu plus étroit, n'est-ce pas? Que certains autres que nous avons déjà empruntés, qui sont plus larges, n'est-ce pas? Les ramifications en réalité, n'est-ce pas? Exactement. Mais là, vous voyez, en montant, nous avons déjà remarqué à d'autres endroits qu'ils font ils alternent les pierres, comme si vous aviez déjà une sorte de carte pour savoir où placer le pied pour monter plus facilement. Exactement. Et ici, on voit que tout le parcours est en montée, qu'ils utilisaient vraiment les pierres à ces points-là. Et là, on peut voir cette alternance, non? Exactement. On ne voit plus par où passer. Donc vraiment, ce serait intéressant de passer le lidar pour qu'on puisse savoir. Parce qu'ici aussi, le drone, ici au-dessus, c'est bien compliqué.
Oui, c'est fermé. La végétation est dense, quoi. Donc, nous pouvons fournir cette partie du leader pour recueillir plus d'informations sur le lieu. La recherche est faite avec patience et précision. Parfois, il est nécessaire de refaire le chemin pour trouver la vérité. Même si la technologie accélère le processus sur le chemin de la découverte, chaque étape exige son temps et chaque répétition est une chance d'approfondir le regard sur ce qui est caché. On peut percevoir beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'est parfois un seul vol ne suffit pas. On remarque quelque chose parce qu'il faut revenir sur place pour faire un vol plus approfondi. Parfois, on fait un vol croisé pour obtenir plus de détails sur le lieu. À chaque étape de ce chemin, c'était comme si la nature nous défiait. Les conditions de vol ne sont pas très bonnes aujourd'hui, n'est-ce pas, P? Non, comme nous avons des vents en rafale, n'est-ce pas, beaucoup. Il y a des rafales là, allant jusqu'à 50 km par heure. Alors le risque est plus grand, n'est-ce pas? On peut faire un vol et dériver. Tu dérives, n'est-ce pas? Lancer le drone au-dessus de la forêt, de la végétation. Donc le risque est plus accentué, n'est-ce pas? Mais on peut le voir là, non? Oui, on peut voir, on contrôle. Avec le vol, bien qu'il soit autonome, est surveillé tout le temps, n'est-ce pas? On est toujours attentif ici. Au moindre problème, on interrompt le processus et on reprend le contrôle pour essayer de le ramener. Donc, l'application dit que ce n'est pas bon pour le vol, n'est-ce pas? Mais... Oui, mais tu sais, par l'application, nous ne devrions pas être en train de voler, mais comme nous sommes têtus, n'est-ce pas, ici? Là, il y a du laser. Alors, allons-y. On a fait un vol d'abord sans le capteur pour voir la possibilité. Le drone a accepté, donc là, on est revenu. On a mis le capteur et c'est reparti. Il est là en train de collecter les données maintenant. Après avoir surmonté la jungle et le vent, la recherche progresse. Les premières données commencent à révéler des fragments précieux de ce qu'était le chemin du Péabiru. Il y a des pièces qui montrent des preuves d'une intervention dans l'humanité, non seulement depuis 1, 2, 3 ans, mais depuis des milliers d'années. Donc, tout cela révèle qu'il y a bien eu des visites et que quelqu'un a guidé la fabrication de ces routes, la construction de ces chemins. C'est donc l'ensemble que de ces pièces, de ces preuves, qui nous amènent vraiment à réfléchir, à penser un peu au-delà de ce que l'histoire nous raconte, de ce qui a été découvert jusqu'à présent. Mais au-delà des défis, ce que l'on trouve ici est un paradis naturel. Il y a des cascades, des rivières, des montagnes, une végétation luxuriante. Tout cela n'a pas seulement une valeur historique, mais aussi un grand potentiel écologique. Quelles sont les richesses que nous avons ici à Garuva? Nous avons les champs du Kiriri, une richesse fantastique, tellement que nous élaborons aujourd'hui le plan de gestion de l'APA du Kiriri, justement pour le préserver de manière durable, d'autant plus qu'il y a une certaine communauté là-bas, donc notre intention est qu'il soit utilisé de manière durable, mais avec une orientation également vers la communauté et la préservation. La même chose pour notre Monte Cristo, n'est-ce pas, où nous avons des histoires, des légendes, une nature impeccable et nous cherchons aussi quoi faire là-bas à Monte Cristo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous étudions une possible nouvelle unité de conservation justement pour cette préservation et cet aspect du tourisme durable. Sans compter toute l'économie qui va croître et que nous allons apparaître comme nous le méritons parce que nous sommes bien la capitale de la Mata Atlantica. Je le dis avec beaucoup de fierté, Juquitiba a et peut beaucoup plus. Nous n'avions juste pas encore appris la leçon. Cet effort de préservation et de développement apporte une nouvelle perspective au chemin du Péabiru.
La valeur historique du Brésil, maintenant plus évidente avec l'étude du Peabiru, réaffirme la nécessité de considérer le pays comme un centre culturel d'importance mondiale. Ces découvertes font du Brésil non seulement un pays de richesse naturelle, mais aussi un centre d'innovation et d'histoire. L'attente est que maintenant, avec ce mouvement et le soutien du gouvernement, les choses prennent un nouveau tournant, n'est-ce pas, et génèrent non seulement une prospérité, mais ainsi une expansion plus grande en ce qui concerne la connaissance de ce qu'est le Peabiru. La route de Peabiru a une grande importance pour le gouvernement de l'État. Ici, au Secrétariat du tourisme, nous avons fait des cartographies de ce que nous avons, n'est-ce pas, conservé, de ce que nous avons comme itinéraire de Peabiru dans l'État. Et nous avons créé un groupe de travail avec des institutions d'enseignement, des entités qui travaillent sur ce thème, avec des mairies municipales. Et nous avons vu qu'il y a une grande richesse d'options que nous pouvons présenter aux touristes qui peuvent servir de contenu pédagogique. Par le secrétariat du tourisme, nous travaillons sur cela, n'est-ce pas? C'est l'un des axes d'action. Nous faisons le mappage et le relevé d'informations sur l'offre touristique, sur ce qui peut être promu, ce que nous pouvons valoriser de la culture Paulista et que nous pouvons transformer en produits, en itinéraires, en route. Oui, un premier pas, n'est-ce pas? La reconnaissance par le pouvoir public est très importante, n'est-ce pas? Avoir ce partenariat parce que ça ne sert à rien d'avancer seul. Nous avons besoin du gouvernement pour avoir du soutien, pour pouvoir nous faciliter la tâche pour faire des recherches, n'est-ce pas? Parce que certains endroits sont des réserves environnementales. Nous avons besoin d'une autorisation. Cela dépend des organismes publics pour entrer dans certains lieux, n'est-ce pas? Alors, avoir la mairie, les communes ou même le gouvernement fédéral en partenariat avec nous, c'est très important. Donc c'est un pas que nous faisons, une barrière que nous franchissons face à tout cela où nous sommes déjà arrivés, n'est-ce pas? C'est tous les coûts, pour de coûts, non seulement en parlant des coûts, mais de tout, des recherches que nous avons menées, des connaissances que nous avons acquises, pouvoir apporter cela au pouvoir puis auprès du secteur public, le gouvernement de manière générale et qu'il puisse et qu'il accepte et soit avec nous, puisse collaborer, c'est très important. De plus, parce que cela apportera de la visibilité à la municipalité, à l'histoire, n'est-ce pas? Donc, c'est intéressant. Je pense que c'est dans l'intérêt politique, dans l'intérêt public même, d'avoir cette information, n'est-ce pas? D'avoir cet enregistrement, de nouveaux enregistrements, de nouvelles preuves sur le chemin de Peabiru. Renaissance, qui est une véritable invitation à mieux comprendre notre connexion avec le passé et la nature qui nous entoure. La Bahia da Babitonga est bien plus qu'un point sur la carte. Autrefois, elle était largement utilisée en raison de la richesse des ressources naturelles, avec des poissons et des mollusques, ce qui était essentiel pour la subsistance de ces civilisations. Actuellement, elle continue d'avoir cette importance cruciale. Elle contribue également à l'économie de toute la région, tant avec la pêche artisanale qu'avec le tourisme écologique. Aujourd'hui, il est nécessaire d'équilibrer cette croissance de l'économie locale avec la préservation de cet environnement unique. Avant, c'était un chemin de passage. Maintenant, c'est un lien entre le passé et le futur, entre la sagesse des ancêtres et l'héritage qui doit être préservé pour les générations futures. Je crois que c'est une civilisation très avancée, avec des connaissances ainsi surréelles, et que je pense que, à mon avis, de nos jours, tout ce savoir, cette harmonie, la précision mathématique de tout ce qu'ils ont fait est vraiment impressionnante. Et ce serait formidable si la population d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, avait la même noblesse, le même effort et le même dévouement que cette civilisation qui a construit tous ces travaux et tout le Peabiru. Ce serait vraiment bien si cela arrivait. L'immensité de cette nature, de cet endroit, ne servait pas seulement de chemin de passage, mais comme un grand échange spirituel et sacré qui existait entre les peuples. À mesure que nous explorons notre pays, chaque nouvelle découverte nous plonge plus profondément dans un mystère qui continue de défier la compréhension.
cette connaissance que chacun apprenait dans ses nations, dans ses peuples. Alors, en plus de tout, c'est une véritable bibliothèque vivante pour ces peuples, parce qu'ils devaient échanger pour apprendre à mieux vivre. Nous devons penser que ces peuples qui vivaient à cette époque, en des temps bien plus reculés, avaient une terre encore bien plus vivante et bien plus sauvage que celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, ils devaient savoir comment mieux vivre, comment planter, quoi planter. Ils avaient besoin d'échanger des graines, échanger des plantes médicinales pour pouvoir soigner leurs maladies. Alors, c'était aussi un système d'échange et aussi de comment était la cosmovision de chacun de ces peuples. Cela doit être préservé, cela doit être récupéré. Cette connexion avec la Mère Terre, la connexion avec la Grande Mère, la connexion avec le Père Ciel, avec le Grand Esprit, c'est quelque chose qui doit être l'être humain. Il doit renouveler les vœux avec ceux qui nous ont créés. Nous sommes des cellules de la Grande Mère. Et en tant que telles, nous devons nous réveiller et nous rappeler que oui, nous sommes la nature. Avec certitude, l'avenir est ancestral. Et quand on prononce cette phrase, c'est pour ressusciter toute cette ancestralité de ces peuples, rappeler leurs concepts et les appliquer à notre époque, aujourd'hui, à notre modernité, à notre style de vie. Alors, réveiller l'esprit de la connexion avec la Mère Terre et avec le Père Ciel. Quelqu'un connaissait très bien la planète, une civilisation mère qui a habité avant tout ce que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, a habité et pourtant a laissé des preuves pour que nous puissions aujourd'hui, n'est-ce pas, ou peut-être qu'ils avaient même cette vision, ou s'ils ne l'avaient pas, nous trouvons ces preuves aujourd'hui et faisons le lien, assemblant les pièces du puzzle. Et avec cela, nous allons laisser à moi la tâche d'amener à la lumière de la science une gamme de connaissances de nos ancêtres, ceux qui sont venus bien avant que tout cela n'existe, l'humanité, les civilisations, la question des ethnies. Vous savez, alors bien avant cela, quelqu'un était déjà passé, avait déjà visité la planète. Qui sont les constructeurs du chemin de Peabiru? Préparez-vous pour une plongée profonde dans l'une des plus grandes découvertes de notre voyage. Le mystère de la civilisation qui a vécu ici est sur le point d'être dévoilé.